qui est sûr, c'est qu'ils veulent développer à l'horizon 2030 un maximum de vaccins ARN messagers, notamment auto-amplifiants. Ils veulent même remplacer tous les vaccins actuels, qui représentent à peu près 500 vaccins, dont 120 en médecine humaine, justement, qui lui-même déjà est très problématique. Donc on est en train de faire n'importe quoi au niveau de la politique vaccinale, c'est carrément de la folie, parce que les données actuelles montrent qu'il ne faudrait pas vacciner avec ce type de composé, quoi, hein. On sait que ça déglingue parallèlement l'organisme, ça fait produire des anticorps neutralisants, mais parallèlement, ça déglingue un système physiologique, qui est le système rénine-angiotensine, qui contrôle en fait le fonctionnement du corps humain. Et c'est pour ça qu'on voit tout un tas d'effets secondaires, on voit des cancers qui apparaissent, on voit des maladies auto-immunes, on voit des troubles cardiovasculaires, gastro-intestinaux, etc. C'est justement dû à un dérèglement d'un système qui pilote le fonctionnement de l'organisme. Bonjour Jean-Marc Sabatier, Bonjour David. merci d'avoir accepté cette interview donc pour NTD L'Actu. Je rappelle que vous êtes Oui, docteur en biologie cellulaire et microbiologie et directeur de recherche au CNRS et vous vous exprimez en votre nom propre. oui, Nous allons analyser ensemble donc les différentes informations dont nous disposons sur l'hantavirus qui circule, donc la souche des Andes. Et oui. les toutes récentes analyses concluent à un virus déjà identifié génétiquement et non à un virus mutant, ce qui ferait une différence importante d'après les autorités sanitaires. Oui. D'après vous, que faut-il retenir donc de ces informations dont nous disposons actuellement? Ben là, ce qui a été identifié, à ma connaissance, c'est la souche Andes, justement, de l'hantavirus, qui est justement la souche, disons, la plus méchante, mais qui est très difficilement transmissible à l'homme. En fait, ces souches d'hantavirus, généralement, sont transmises par des insectes, enfin comment ça s'appelle, par des rongeurs, par des excréments de rongeurs, mais dans certains cas, ça peut être aussi par des taups, par exemple, voire dans certains cas même des chauves-souris. Mais disons que ce sont des excréments, donc de l'urine, des déjections en fait de rongeurs. Alors, on distingue en fait deux grandes souches, deux grands types justement d'antivirus. Il y a d'abord les souches américaines qui sont en fait les plus dangereuses. Pourquoi? Parce que elles provoquent des atteintes cardio-pulmonaires qui sont donc avec la létalité augmentée par rapport aux souches européennes ou asiatiques qui, elles, attaquent plus justement le système vasculaire, donc responsable de fièvre hémorragique et de syndrome rénal, avec une atteinte rénale. Mais disons que c'est pratiquement pas transmissible à l'homme, c'est vraiment très très difficile la transmission à l'homme. Et d'ailleurs, il y a peu de mortalité annuelle, hein, je crois que c'est de l'ordre de quelques centaines à quelques milliers de personnes pour plus de 100 000, de 10 à 100 000 contaminations annuelles. Donc la situation n'est pas inquiétante pour le moment, le Non, non, confinement est maîtrisé, peu de chances que le oui, parce virus que évolue. on peut pas avoir une pandémie avec le virus, voilà, Andes, puisque justement, il est pas transmissible facilement à l'homme. Hmm. Voilà. Euh, Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi, j'ai parlé du récepteur de la protocadérine 1, qu'on retrouve justement chez les antivirus qui sont pathogènes, mais la cible, en fait, des antivirus, c'est généralement les intégrines bêta 3. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le virus est capable de reconnaître une intégrine qui s'appelle alpha-V bêta 3, qui est aussi reconnue par la protéine spike du SARS-CoV-2 dans la COVID-19. Donc, hmm. c'est un récepteur qui est très présent sur les cellules endothéliales, notamment vasculaires. Et puis, il est capable de reconnaître aussi justement une autre intégrine qui s'appelle alpha 2B bêta 3 qu'on retrouve justement sur les plaquettes sanguines. Et c'est très souvent responsable de thrombopénie, c'est-à-dire de déficit de plaquettes sanguines. Et Hmm. dans tous les cas, bon, on connaît même des molécules qui sont actives dessus, dont la chloroquine et l'hydroxychloroquine, puisque ça passe par des endosomes. Et donc, il y a une activité voilà, de ces Hmm. produits sur ce virus.
aux États-Unis, il y a plusieurs experts médicaux qui évoquent une augmentation des maladies de type zoonotique, donc des maladies infectieuses qui se transmettent de l'animal à l'homme, donc comme hantavirus et Ebola. À quoi est dû ce diagnostic et à quoi faut-il l'attribuer selon vous? Pour être franc, je pense qu'il y a des gains de fonction aussi qui sont faits sur les microbes et qui sont faits justement pour faciliter le passage humain. Alors, pour Ebola, disons que c'est très différent de l'hantavirus dans la mesure où Ebola, lui, il est très létal chez l'homme, hein. Alors, Excusez-moi juste une seconde. Quand on parle de gains de fonction, vous parlez de gains de fonction réalisés en laboratoire ou des gains de fonction naturels ou de quoi on ah parle non, moi je exactement? pensais de gains de fonction réalisés en laboratoire, hein. D'accord. Alors, c'est très difficile à faire sur un hantavirus. Les hantavirus, c'est très difficile de travailler sur des gains de fonction. Si on veut faire un hantavirus qui est dangereux pour l'homme, il faudra, à mon avis, passer par des pseudovirus. Par exemple, ça va être le virus VSV de la stomatite vésiculaire, dans lequel on introduirait, par exemple, l'information génétique des plasmides qui vont coder pour des glycoprotéines d'enveloppe d'hantavirus, ou bien alors on pourrait passer par un lentivirus comme le VIH, justement. Mais il faudrait passer par un pseudovirus parce que de lui-même, un hantavirus se réplique pas facilement en laboratoire. Pourquoi justement? Parce il a un ARN qui est segmenté, hein, il y a 3 fragments, donc ça pose des problèmes de réassortiment quand il y a la production des particules virales. Et puis il faut une maturation aussi très très précise, en fait, des glycoprotéines d'enveloppe, parce que à la surface des hantavirus, c'est un hétérotétramère avec deux sous-unités GN et deux sous-unités GC, et elles doivent être correctement maturées et glycosylées dans l'appareil de Golgi. Autrement, il n'y aura pas de multiplication de virus. Et après, il faut un réassortiment aussi très adapté avec les 3 ARN qui seront encapsulés justement dans l'enveloppe pour pouvoir bourgeonner. Donc, ça veut dire que les gains de fonction sur les antivirus, en fait, sont très, très difficiles à faire. Ils ne sont pas impossibles, parce que tout est possible. Mais disons que c'est un virus, c'est une famille de virus délicate à manipuler. Donc, en fait, pour revenir donc au début de votre réponse, selon vous, les gains de fonction réalisés en laboratoire, on peut aussi penser au Covid, dont on imagine que, en tout cas, l'hypothèse accréditée aujourd'hui est la fuite d'un laboratoire en Chine. Donc, on peut attribuer aujourd'hui l'augmentation de l'apparition de ce type de maladie aux expériences faites en laboratoire. Oui, je pense, oui. Pour moi, ça a été clair tout de suite pour le SARS-CoV-2, parce qu'on voit ce site furine très particulier qu'on retrouve au niveau de la protéine spike, qu'on ne retrouve pas par exemple, dans le SARS-CoV-1, hein, un site furine donc, qui permet d'affecter facilement des cellules humaines. Donc, on voit que c'est entre deux domaines de la protéine spike, et c'est un domaine en plus qui a été breveté justement par Moderna avant la pandémie de 2019, hein, qui est même un dépôt provisionnel de brevet en 2012, donc bien avant, avec une séquence de citrulline très très particulière, hein, puisque c'est PRRASV, alors qu'un citrulline normal, c'est R, X, K ou R et R. Donc c'est un site vraiment très particulier, furine, mais qui a été breveté par Moderna. Et Bancel était même le premier auteur du brevet. Et il a été breveté en 2017, mais le dépôt provisionnel date de 2012. Et en plus, ce qui est intéressant de savoir, c'est que cette protéine spike, bon, on en parle peu, mais il y a une séquence, un motif tripeptidique qu'on appelle un adhésiotope. C'est une séquence RGD avec une arginine, une glycine, un acide aspartique, et ça lui donne une propension aussi à reconnaître des intégrines membranaires, dont alpha V bêta 3 et alpha 5 bêta 1, voilà, qui sont reconnus grâce à ce motif RGD. Ce motif RGD n'est pas retrouvé, par exemple, dans le SARS-CoV-1 de l'épidémie de 2002. Donc, à mon avis, ce motif fait aussi partie des gains de fonction. Il a été rajouté justement pour que le virus SARS-CoV-2 puisse reconnaître encore plus facilement en fait les cellules humaines et interagir avec les cellules humaines, tout en sachant que justement, lorsque la protéine spike interagit avec ces intégrines membranaires, eh ben, il peut activer un système caspase qui conduit à une apoptose cellulaire, c'est-à-dire à une mort cellulaire programmée. Donc tout est fait pour que ce virus trafiqué
soit dangereux pour l'organisme, même Est-ce que s'il vous n'a pas trouvez une létalité importante. En tout cas, il a une morbidité qui est importante, et puis il est quand même bien infectieux. qu'est-ce que vous pensez donc de l'information du public par rapport à ces recherches scientifiques et même à ce que sont prêtes à reconnaître les autorités sanitaires aujourd'hui, quand on parle donc, justement quand vous donnez tous ces indices prêtant à croire que ces ces nouvelles infections seraient liées à des recherches en laboratoire. Est-ce que vous pensez on informe le public? Est-ce qu'on réagit par rapport à ça? Ou est-ce qu'il y a des signaux positifs donc, d'évolution de la science ou de reconnaissance de la science par rapport à ces problèmes? Non, mais c'est-à-dire, les autorités sanitaires vont pas parler de gain de fonction, hein. D'une manière générale, ils n'aiment pas qu'on parle de gain de fonction. Mais bon, on voit de plus en plus de virus qui sortent, là, hantavirus, variole du singe, la Ebola, etc. Bon, on peut quand même noter la coïncidence, en fait, entre des infections, là, Ebola, hantavirus, qui sont très récentes, et puis aussi la volonté de l'OMS, je veux dire, d'avoir les mains libres, justement, sur tout ce qui est sanitaire en Europe, notamment le 23 mai, je crois qu'il y a une réunion, et l'OMS, en fait, souhaite avoir les mains libres pour toute la politique vaccinale, sanitaire en Europe, ce qui ne serait pas une bonne chose. Ça ne serait pas une bonne nouvelle que l'OMS, en fait, ait la main libre sur la vaccination, sur la politique sanitaire en Europe. Parce que eux, bon, ils veulent vacciner à tout prix, hein, ils ont des intérêts dans la vaccination. Je veux dire, l'OMS est financée en grande partie par des fonds privés, donc ils veulent vacciner même pour des microbes qui présentent aucun intérêt. Et en fait, ces vaccins sont souvent délétères, hein. C'est des vaccins qui portent atteinte en fait à l'intégrité des organismes. Donc, très souvent, on a un effet pervers des vaccins, c'est-à-dire que ça ne protège pas, et au contraire, ça déglingue les organismes. D'autant plus qu'actuellement, ils veulent développer principalement des vaccins ARN messagers, notamment auto-amplifiants, qui sont les pires de tous. Là, on voit par exemple que l'AEMA, c'est donc l'autorité sanitaire européenne, a accepté le Novivac. C'est un vaccin, entre guillemets, à réplicon d'ARN, c'est-à-dire à ARN messager auto-amplifiant, pour traiter la leucosphéline, mais pas que. En fait, ils ont en plus rajouté dans ce vaccin ARN messager auto-amplifiant, donc contre la leucosphéline, contre l'FLB, ils ont rajouté 4 microbes dedans. Et ces 4 microbes atténués vivants. Il y a une bactérie et il y a 3 virus. La bactérie, c'est Chlamydophila felis, donc responsable des chlamydiés chez le chat. Et puis, il y a trois virus aussi vivants atténués. Un qui va être justement contre l'herpès félin, un autre qui va être un calicivirus. Donc, le calicivirus et le virus de l'herpès, ça provoque le coryza chez le chat. Et puis, le troisième, c'est contre le typhus félin, c'est-à-dire c'est un pan-leucopenia virus, et donc là, c'est carrément de la folie, parce qu'on a 4 microbes atténués vivants, avec en fait des pseudo-particules justement à réplicon d'ARN, qui sont en fait un ARN messager auto-amplifiant qui va avoir un complexe réplicase et qui va coder pour l'antigène correspondant à la glycoprotéine d'enveloppe, justement, du virus FELV. Donc on va pouvoir avoir des tas de recombinaisons génétiques, parce qu'on ne va pas maîtriser du tout les recombinaisons génétiques au niveau de cet assemblage en fait de microbes. En plus du fait qu'il y a un ARN messager auto-amplifiant qui lui-même déjà est très problématique. Donc on est en train de faire n'importe quoi au niveau de la politique vaccinale, c'est carrément de la folie, parce que les données actuelles montrent qu'il ne faudrait pas vacciner avec ce type de composé, quoi. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez développer sur les données actuelles, enfin, pour comprendre la motivation qu'il y a derrière peut-être ces nouvelles recommandations de l'OMS et euh, pourquoi agissent-elles pourquoi même depuis les premiers vaccins ARNM, on tend à toujours aller dans cette direction? Euh, Bon, pour vous dire vrai, moi je pense qu'il y a une stratégie de dépopulation aussi, hein. C'est-à-dire qu'ils veulent, à mon avis, réduire la population. Enfin, en tout cas, c'est un avis personnel, mais moi j'en suis convaincu. Et donc ils produisent en fait des vaccins entre guillemets qui sont dangereux, qui déglinguent les organismes.
Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils veulent développer à l'horizon 2030 un maximum de vaccins ARN messagers, notamment auto-amplifiants. Ils veulent même remplacer tous les vaccins actuels, ce qui représente à peu près 500 vaccins, dont 120 en médecine humaine, justement, par des vaccins ARN messagers, donc remplacer les vaccins à virus inactivés, je veux dire à vecteurs viraux, à virus atténués, etc. Enfin, les vaccins synthétiques, justement, par ces approches qui sont extrêmement délétères. Hein. Donc, ces approches, c'est les vaccins ARN messagers auto-amplifiants, transamplifiants et à point quantique de Grapen, qui sont tous en développement. Et là, il n'y a rien qui justifie le développement de cette stratégie vaccinale ARN messager, puisque tout montre que ça ne marche pas. Et on a l'expérience déjà des vaccins, des injections vaccinales anti-Covid, qui ont donné des résultats catastrophiques, et ça n'a pas suffi justement à continuer dans cette voie, ce qui montre qu'il y a un problème. Il y a un problème, parce que normalement, tout aurait dû être arrêté très très tôt, normalement, ça aurait même jamais dû commencer parce que les données scientifiques sur cette approche vaccinale ARN messager est très défavorable. Et on sait maintenant qu'on a des tas de problèmes. Hein. Je veux dire, on ne maîtrise pas les quantités d'antigènes produits avec les ARN messagers, on ne maîtrise pas la biodistribution, on ne maîtrise pas la demi-vie à la fois de l'antigène et puis aussi de l'ARN messager qui produit cet antigène. On ne maîtrise pas la rétrotranscription, l'intégration génomique potentielle. On ne maîtrise pas la présence de résidus d'ADN, puisqu'il y a des mixtes qui se forment ARN-ADN qui font que les DNAs qui sont utilisés pour la production des vaccins ne sont pas dégradés justement par les DNAs. On ne maîtrise même pas les produits qui sont produits. Pourquoi? Parce qu'on utilise un dérivé méthyl-1-pseudouridine dont on sait qu'il conduit à la production de tas de protéines aberrantes hors cible, protéines fantômes, qui vont également stimuler le système immunitaire et qui pourront que avoir un effet délétère en cas d'immunoréactivité croisée. Donc, toutes les données montrent qu'il ne faudrait jamais les utiliser, quoi. Et quand même, on continue à les utiliser. D'autant plus que les données actuelles montrent que la rétrotranscription et l'intégration génomique, voire même l'intégration génomique sans rétrotranscription, en passant justement par des transferts génétiques qui sont possibles, donc ça soulève un très gros danger parce que quand on fabrique l'ARN messager, on part de plasmides d'ADN, hein, qu'on linéarise, on fait agir la polymérase du bactériophage T7, on met les nucléotides triphosphates qui vont bien pour fabriquer l'ARN messager. Et après, on détruit les plasmides d'ADN résiduels et puis l'ADN résiduel en mettant des DNases. Mais comme on sait que les DNases ne sont pas bien actifs justement quand il y a des mixtes avec les ARN messagers, qui vont donc gêner la dégradation de l'ADN, ça veut dire qu'on peut avoir des plasmides résiduels qui pourraient favoriser en fait l'intégration génomique de l'information de la protéine spike dans le génome. Et donc, ça veut dire qu'on pourra avoir des intégrations et on retrouve effectivement des portions en fait d'acide nucléique qui codent réellement pour des fragments de la protéine spike dans les génomes de cellules humaines et même chez les personnes injectées. Donc le problème est réel. Hein, il y a des données C'est-à-dire qu'on va, expérimentales là-dessus. c'est-à-dire qu'on va finalement nous-mêmes devenir des organismes génétiquement modifiés, comme ce sont des Oui. vaccins ARNM auto-amplifiants. On ne sait même pas dans quelle mesure notre ARN va évoluer de ce qu'il était avant ces vaccins. Oui, parce que le danger justement des ARN messagers auto-amplifiants, c'est qu'il y a un complexe réplicase dedans. Ce complexe réplicase, donc c'est un ensemble de protéines non structurales, généralement il y en a quatre, hein, qui sont dérivées du virus de l'encéphalite équine vénézuélienne, qui est un alphavirus, et c'est un complexe enzymatique qui a une activité RNA polymérase, RNA dépendante. Ça veut dire qu'elle est capable de fabriquer des copies d'ARN à partir d'une matrice d'ARN. Et comme notre corps, évidemment, est rempli d'ARN, quand on a un complexe réplicase fonctionnel qui provient d'une injection vaccinale, entre guillemets, eh ben, on ne sait pas ce que ça va faire dans l'organisme. Ça va pouvoir potentiellement agir sur d'autres ARN et faire des copies d'autres ARN. Donc ça, on ne le maîtrise pas du tout. Hein.
le vrai danger donc pour l'humanité, parce que là on commence à parler. Alors j'avais une question aussi sur l'impréparation vis-à-vis des pandémies, qui a été une autre sonnette d'alarme qui a été réactivée avec cette actualité de l'hantavirus. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs sur cette soi-disant impréparation aux pandémies, sur le fait qu'on devrait se préparer donc à l'apparition de plus de maladies de type zoonotique? Ben, là, c'est, à mon avis, c'est un peu du n'importe quoi, hein. Là, ce qui est fait, là, concernant les infections microbiennes, c'est n'importe quoi, hein. D'ailleurs, on voit qu'il y a une multiplication anormale, je dirais, de zoonoses, etc. Enfin bon, on voit bien qu'il y a une stratégie derrière qui est anormale, quoi. Je pense qu'on aurait moins de problèmes, justement, s'il n'y avait pas toutes ces préparations. Voilà, je crois qu'elles sont destinées surtout à faire peur pour que les gens se vaccinent, quoi, parce que il y a énormément de corruption. Et puis, il faut que les big pharma aussi vendent leurs vaccins, hein, entre guillemets, hein. Donc, En, euh, en fait, si je voulais résumer, il y a très peu de chances que la nature nous offre un nouveau virus insaisissable qui décime une partie de la population et dont il faudrait s'inquiéter, parce qu'on a l'impression que c'est un risque grandissant avec les années, d'après les annonces que l'on nous fait. Euh, c'est-à-dire, le problème, c'est que de vacciner à tout va, ça induit aussi l'apparition de variants. Bon, je vais vous donner un exemple. Je vais te donner un exemple. La DNC, la dermatose nodulaire contagieuse. Bon, là, on vaccine les bovins. On a vacciné les bovins avec un virus atténué, une souche qui s'appelle Messling. C'est une souche sud-africaine qui date des années 50. Bon. Ce qu'on sait, c'est que c'est un capripox virus, hein. Donc pour vacciner en fait contre la dermatose nodulaire contagieuse, mais on sait que les capripox virus, justement, mutent très peu et donc évoluent très lentement. Il y a peu de variants qui apparaissent. Mais quand on vaccine les bêtes, si les cellules de bovins sont co-infectées par un virus sauvage de la DNC, hein, de la dermatose nodulaire contagieuse, et qu'il a reçu le vaccin, donc avec la souche de virus atténué Nestling, à ce moment-là, on sait qu'il y a énormément de variants, il y a énormément de recombinaisons génétiques qui existent, et il y a une émergence terrible, en fait, de tas de variants. Et ça a été décrit. C'est-à-dire que quand il y a une co-infection cellulaire avec le virus atténué vivant qui provient de l'injection vaccinale avec la souche sauvage, à ce moment-là, on peut avoir plus d'une quarantaine de recombinaisons au niveau génétique. Ce qui veut dire que c'est la vaccination qui fait apparaître les variants, hein. La souche nesting, c'est la clade 1.1. Nous, le capripox virus qui a infecté les bovins, donc en Sardaigne, enfin en Italie, et puis en France en 2025, je veux dire, ces souches-là, c'est 1.2. Donc, c'est des souches africaines, en fait, hein, kenyanes, qu'on retrouve au Kenya, endémiques là-bas, et puis je veux dire, par zoonose aussi au niveau du Niger. Et puis, on voit donc l'apparition ici de tas de souches recombinantes de la CAD 2.1. Et tout ça, c'est dû justement à la vaccination. Parce que c'est la vaccination avec ces virus atténués qui induit justement l'apparition de tous ces variants. Donc ça veut dire en fait que la vaccination, là, elle a un effet négatif, elle a un effet pervers, parce que c'est elle qui induit l'apparition des vaccins. Et quand on a justement là une pseudo-pandémie ou une épidémie d'un microbe et qu'on vaccine à tour de bras pendant cette épidémie, ben justement, on fait apparaître les variants. Parce que normalement, il ne faut oui. pas vacciner en période justement voilà. Donc voilà, pour rappel, vous évoquez donc la dermatose nodulaire contagieuse qui est apparue donc dans les troupeaux de bovins, qui a incité le gouvernement à, à À proposer vacciner à tour de l'abattage. bras. Voilà, l'abattage des troupeaux, sachant que c'était une maladie qui n'était même pas contagieuse à l'origine. Et aujourd'hui, donc, on vaccine les bovins avec ce qui semble être, donc, d'après vous dire, en fait, une bombe à retardement Ah oui, génétique. mais c'est sûr, parce que ça va faire apparaître des tas de variants, hein. C'est décrit dans la littérature, hein, c'est pas moi qui l'invente, hein.
il y a énormément de données scientifiques qui montrent qu'il y a énormément de recombinants, que les recombinants du virus de la DNC sont favorisés, leur émergence est fortement favorisée par les injections vaccinales. Parce qu'autrement, le capripox virus, normalement, justement, Mm. se multiplie pas. Et c'est pervers parce que ce vaccin, par exemple, qui est utilisé actuellement, hein, c'est un vaccin de Merck Animal Health qui s'appelle le Bovilis Lumpivax E. On sait qu'il induit des effets secondaires qui sont identiques justement à une infection par le virus sauvage. C'est-à-dire, on voit justement des œdèmes, des inflammations qui apparaissent, des chutes de la fertilité, chute de la production de lait, on voit des lésions, justement, des nodules cutanés qui apparaissent, tous ces, je veux dire, tous ces effets secondaires post-vaccinaux conduisent aussi à l'abattage de bêtes qui n'ont pas nécessairement été contaminées par le virus sauvage. Mais c'est juste un effet secondaire de la vaccination, tout en sachant qu'il n'y a aucun risque pour l'homme. Il n'y a eu aucun cas de transmission de virus de la DNC, en fait, à l'homme, quoi. Hein. Donc, il y a vraiment un risque qui est nul. Donc, Mm. justement, vacciner à tour de bras pourrait faire apparaître justement des variants problématiques, plus virulents, capables peut-être d'infecter l'homme. Enfin, D'accord. Est-ce qu'il y a un point sur lequel vous voudriez revenir pour conclure cette interview où on a déjà tout dit, selon vous? je pense qu'il faut que les gens réalisent aussi que tous ces vaccins ne sont pas nécessairement bons pour la santé. On a identifié parmi les adjuvants et ou les excipients, en fait, des tas de composés qui sont délétères aussi pour l'organisme. Hein. Parce que c'est toujours présenté par les autorités sanitaires et puis par Big Pharma comme étant la résolution de tous les problèmes posés par les microbes. Et en fait, souvent, ce sont ces vaccins qui génèrent les problèmes. Et puis, il faut savoir que ces vaccins peuvent être donc très délétères aussi pour les organismes qui les reçoivent. C'est le cas, par exemple, des vaccins comme Comirnaty et Spikevax de Moderna là, contre la Covid. On sait que ça déglingue parallèlement l'organisme, ça fait produire des anticorps neutralisants, mais parallèlement, ça déglingue un système physiologique, qui est le système rénine-angiotensine, qui contrôle en fait le fonctionnement du corps humain. Et c'est pour ça qu'on voit tout un tas d'effets secondaires, on voit des cancers qui apparaissent, on voit des maladies auto-immunes, on voit des troubles cardiovasculaires, gastro-intestinaux, etc. C'est justement dû à un dérèglement d'un système qui pilote le fonctionnement de l'organisme. Et c'est très difficile, en fait, donc d'attribuer la cause de l'apparition de ces nouveaux cancers à ces vaccins parce que finalement, ce sont des cancers ou d'autres types de maladies qui existent déjà et donc la causalité ne sera jamais établie. La causalité, on la connaît. Hein. Par exemple, les turbocancers qu'on voit justement avec les vaccins anti-Covid, c'est dû à un dérèglement de la protéine spike, justement, de ce système enzymatique hormonal qu'on appelle le système rénine-angiotensine, qui Mmh. normalement est le maître système du corps humain, mais qui normalement commande des fonctions autonomes rénales, pulmonaires, cardiovasculaires, l'immunité innée et les différents microbiotes. Et on sait justement que le système rénine-angiotensine qui est dérégulé contrôle la différenciation cellulaire et la multiplication des cellules. Donc à partir du moment où il est dérégulé, il peut y avoir justement une multiplication anarchique des cellules, c'est-à-dire une tumeur qui peut être soit bénigne, soit maligne, et donc ça va être un cancer. Donc on voit une Mmh. explosion de cancers, notamment de cancer du pancréas. Il y a une augmentation proche de 30% quand même des cancers avec les vaccins anti-Covid. Hein. Donc l'origine, quand on étudie le système rénine-angiotensine, on voit d'où vient l'origine. Moi, j'avais décrit l'apparition de cancer dès mars 2020, et à l'époque, c'était pas décrit pour le SARS-CoV-2. C'était pas encore décrit, mais nous, on avait par anticipation donc décrit justement l'apparition de pathologies auto-immunes, neurodégénératives, de cancers, etc., via le dérèglement du système rénine-angiotensine, puisque la protéine spike du SARS-CoV-2 cible un récepteur qui est l'enzyme de conversion, qui est le récepteur ECA2, qui lui fait partie du système rénine-angiotensine et qui dérégule ce système. Et à partir de là,
comme le système rénine-angiotensine est étudié depuis longtemps, on pouvait anticiper les pathologies qu'on allait retrouver, dont l'apparition de cancer.